rassurer et rassurer. Demander au président si vous entendez. Oui, Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez? C'est sur eux que c'est. Bon, je fais cette petite réponse, mais je vous la passerai. Avons-nous le Président? Il demande le lien.
train de se caler. Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez? On vous voit. Bien. On va démarrer. Nous pouvons démarrer quand vous voulez. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Techniquement, on me fait savoir que c'est la personne qui occupe votre place qui doit donner le top départ. Et ensuite, c'est vous qui aurez la parole. Eh bien, je donne le top départ, Monsieur le Président. Bien, je vous propose de démarrer. Alors, tout d'abord, mes excuses, puisque je viens littéralement de débarquer de l'avion depuis Paris. Donc, je suis un peu décalé, mais on va faire avec. C'est ça aussi, les Outre-mer. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le ministre, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle réunion de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, qui pour la première fois se déroule de manière mixte, à la fois en présentiel à l'Assemblée nationale, mais aussi en visioconférence pour ceux de nos collègues, dont moi-même, qui ne seraient pas à Paris. Je vous rappelle que cette audition fait l'objet d'une diffusion en direct sur le portail de l'Assemblée nationale et que la vidéo sera ensuite disponible à la demande. La réunion d'aujourd'hui sera principalement consacrée à l'audition de M. Jean-François Carenco, ministre délégué en charge des Outre-mer. La tradition est donc respectée. Le ministre en charge des Outre-mer est la première personnalité auditionnée par notre délégation. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue dans cette enceinte. Je vais d'abord vous donner la parole pour un bref propos liminaire avant de laisser les membres de notre délégation vous poser les questions qu'ils désirent vous poser. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, bonjour. J'espère que tout va bien pour vous en Polynésie. Je suis effectivement heureux devant la délégation Outre-mer. Je vais être très bref compte tenu de ce que les affaires se succèdent. Il y a une commission des finances par ailleurs et qu'un certain nombre de parlementaires vont aller, je le sais, à ces commissions. Donc, juste quelques mots brefs. Un, je le redis, je crois que notre travail, c'est de faire en sorte que la République entière considère que l'outre-mer est sa chance et que l'outre-mer entier considère que la République hexagonale est là pour appuyer ses transformations et son évolution. C'est ma conviction, c'est ce que je défends partout. Deuxième sujet, deux leitmotifs, la création de valeur, c'est ce qui permettra de donner des perspectives, de l'emploi, de la richesse et de la lutte contre la vie chère. C'est ce qu'il nous faut, c'est mon axe principal. Mon deuxième axe principal, c'est la fierté culturelle pour les territoires, pour la République. Et mon troisième axe, c'est de dire que le ministre croit à la responsabilisation, à la différenciation, et que mon boulot est d'être derrière ceux qui font vivre ces territoires. Les élus, les entreprises, les syndicats, les associations, les culturels. Ce ministère, dans mon esprit, a vocation à appuyer ce qui se passe, et non pas à faire à la place d'eux. Responsabilisation, différenciation aussi. Je rappelle que des travaux démarrent sur comment on s'adapte sur tous les sujets pour une action publique plus efficace, plus exemplaire au profit de nos concitoyens de l'ensemble des territoires. Juste, je voulais dire ça, et j'avais une citation pour terminer, et donc ils me l'ont... Pardon. Je vous la dirai tout à l'heure. Je crois vraiment que ce qui nous rassemble, c'est de croire que l'outre-mer peut et doit bien vivre, et que mon ministère est là juste pour aider tous ceux qui y concourent. C'est dans ce sens-là que ça se passe et pas dans l'autre sens. Voilà, Monsieur le Président, ce que vous pouvez dire en introduction.
Merci, Monsieur le ministre. Bien, je vais donc maintenant passer la parole à ceux de mes collègues, ceux qui ont des questions à vous poser. Oui. Alors, On appuie. c'est juste par rapport à la méthode pour relayer le président qui ne vous voit pas. Je vais donc simplement être chargé de distribuer la parole. Donc, chers collègues, vous avez la parole en premier. Oui, merci, chers collègues. Juste pour dire si on est d'accord, si à 18h approximativement on n'a pas fini, qu'on puisse faire une pause de suspension pour qu'on aille voter. Et après, s'il faut, on revient. Parce qu'il y a le vote solennel vers 18h un peu avant. C'est juste ça, en fait. Ouais, même peut-être un peu avant, effectivement. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, après, c'est bon pour nous. Bon, très bien, merci mon cher collègue. Oui, c'est une contrainte que nous avons tous en tête et on fera au mieux en fonction également des contraintes de Monsieur le ministre. Monsieur Metzdorf, vous vouliez poser une question? On est libre de poser les questions comme on le avec souhaite. l'autorisation du président, bien sûr. Je pose la question. Merci, Monsieur Dunoyer. Monsieur le ministre, déjà, merci de vous rendre devant la délégation Outre-mer. Et j'ai envie de dire merci pour les arbitrages obtenus. Puisqu'on voit que le budget dédié aux Outre-mer dans ce PLF 2023 augmente de manière considérable, puisqu'il est en augmentation de 11% avec plus de 300 millions d'euros qui sont dédiés en plus au territoire ultramarin. Je crois que c'est un signe important que vous nous envoyez, que la République est là pour nous soutenir et nous soutenir dans nos problématiques qui nous sont propres. Je voudrais que vous puissiez nous détailler comment vous comptez engager ces crédits dans leur masse globale. Et puis, j'aurais une question plus particulière sur les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. Je vois qu'il y a des augmentations de budget pour le service militaire adapté. Est-ce que cette augmentation de budget pour le SMA va aussi concerner la Nouvelle-Calédonie afin de pouvoir bénéficier d'une augmentation d'effectifs sur le territoire? Et ma question qui concerne Wallis-et-Futuna, sur le territoire de Wallis-et-Futuna, l'État est compétent en matière de financement du minimum vieillesse. Et aujourd'hui, le minimum vieillesse est à hauteur de 15 000 francs. Francs Pacifique, c'est rien du tout, hein, puisque Wallis-et-Futuna est sans doute le territoire le plus cher de la République. Donc, est-ce que, Monsieur le ministre, vous comptez aussi revaloriser sur le territoire de Wallis-et-Futuna le minimum vieillesse? Voilà, Monsieur le ministre, les questions que je souhaitais vous poser. Merci. Merci, monsieur le député. J'ai retrouvé la citation que je voulais vous dire. Ça tombe bien de la dire à un représentant de la Nouvelle-Calédonie. La République est le gouvernement qui nous divise le moins, disait Adolphe Thiers. Sur le budget, effectivement, avec 2935 millions d'AE et 2758 millions de CP en PLF 2013, c'est une hausse de 11% par rapport à 2022, soit quasiment 300 millions, 299 en AE, 285 en CP. Je rappelle que l'effort budgétaire global de l'État outre-mer ne se limite pas, bien évidemment, au ministère de l'Outre-mer, et nous estimons que, tout ministère compris, il s'élève à 20 milliards d'euros en AE et 21,7 milliards en CP en 2023, soit une hausse de 500 millions en AE et en CP par rapport à 2022, plus que la hausse de 300 millions qui relève directement du ministère de l'Outre-mer. Je pense que ce budget me semble s'articuler, c'est comme ça qu'on a essayé de le construire, en 4 priorités. Répondre aux préoccupations du quotidien. C'est quand même l'essentiel, enfin, c'est pas l'essentiel, mais c'est l'indispensable. Ça veut dire plan eau en Guadeloupe, ça veut dire Sargasses, ça veut dire moyens en faveur du logement, ça veut dire moyens en faveur de la continuité territoriale. Ça me paraît indispensable. J'ajoute, c'est plus diffus, c'est pas de nous directement, l'initiative Kiwa pour les luttes contre le changement climatique qui nous préoccupe. Et je signale que nous travaillons,
j'allais dire assez fortement et au fond, sur le sujet de Miquelon. Le sujet de Miquelon qui est un sujet particulier devant le changement climatique. Deuxième sujet, contribuer à la valeur, à la création de valeur sur chaque territoire. Je suis intimement convaincu que c'est par la création de valeur qu'on créera de la richesse, qu'on créera des emplois, qu'on luttera contre la vie chère et qu'on donnera une perspective à des jeunes qui quittent les territoires. Je pense notamment, je le dis, à la Guadeloupe et à la Martinique. Il nous faut réagir sur de la création de valeur. Les contrats de convergence, je le rappelle, devaient s'arrêter fin 2022. Madame la Première ministre a bien voulu, pour nous permettre de travailler tous ensemble, le reporter la fin à 2023 pour qu'on ait l'année 2023 à préparer ça solidement, tous ensemble. Mais on a une prolongation, une contribution stable du ministère des Outre-mer à hauteur de 190 millions d'euros et je discute avec l'ensemble de mes collègues pour que leur participation en 2023, qui n'est donc plus strictement des contrats de convergence et de transformation, mais se maintienne à peu près. Je pense notamment aux routes de Guadeloupe. Deuxième sujet sur la création de valeur que je veux mettre en avant, c'est les moyens du ministère en faveur de la diversification agricole. Ces moyens se composent notamment de 45 millions d'euros de crédit de la part du ministère de l'Agriculture. Nous démarrons tout petit et de loin avec 3 millions, on les passe à 6 millions. À 6 millions, crédit doublé pour l'ODEADOM. À cela s'ajoute ce qu'on essaye d'avancer sur le POSEI. Sur le POSEI, qui sont des crédits européens très difficiles à bouger. Je dois dire en plus que sur la création de valeur, la compensation d'exonération des cotisations sociales, c'est ce ministère qui le finance, elles ont progressé de 203 millions, ce qui me paraît traduire, au-delà des difficultés que nous avons tous ensemble, une évolution de l'emploi favorable outre-mer, globalement. Troisième sujet, j'ai appelé ça renforcer l'ambition républicaine pour et grâce aux habitants. Il y a un premier sujet qui est le RSMA, sur lequel nous progressons de 91 ETP, ce qui n'est pas rien, 80 pour des jeunes bénéficiaires, plus 10 volontaires techniques pour le renforcement des compétences et le renforcement des savoirs avec un ETP de plus par chaque régiment. Les discussions que j'ai eues avec Gabriel Attal, j'avais demandé un peu plus. Il m'a dit, vous vous étiez engagé au ministère à 6 500, vous n'y êtes pas, je crois qu'on est à 6 200 à peu près en cette fin d'année. Quand tu seras à 6 500, on rajoutera. Je n'ai pas d'état d'âme, tout le monde pense que c'est bien, mais mettons l'argent et les postes qu'il faut, ajustés à vos besoins. Ce n'est pas la peine d'anticiper dans des conditions budgétaires difficiles, on le sait, sur l'ensemble du budget de l'État. Notre sujet, c'est de renforcer l'accueil avec davantage de volontaires, renforcer leurs compétences, leurs qualifications. Dans ce sujet de renforcer l'ambition républicaine, il y a tout un volet associatif, de subvention à un certain nombre d'associations qui ne se dément pas sur tout ce qui concourt, toutes les actions qui concourent via des associations à une cohérence et une cohésion sociale et sociétale renforcée. Je pense à l'écoute des femmes, je pense à tout un tas de sujets comme ça qui contribuent à une cohésion et à faire baisser la violence sur les territoires. Enfin, l'accompagnement des collectivités territoriales. On a stabilisé à 110 millions d'euros pour l'instant le financement du FEI. L'aide aux collectivités territoriales se poursuit avec une augmentation de la DACOM, on y reviendra peut-être, qui est assez significative puisqu'elle augmente de 8%. Cette augmentation de 8% et la DACOM s'ajoute à d'autres financements par la DGF, j'allais dire ordinaire, des différentes collectivités locales. Voilà la réponse sur le budget, sur comment je le conçois. L'autre question était sur les minimum vieillesse. Il y avait le RSMA et le minimum vieillesse. Sur le minimum vieillesse, j'ai découvert, je suis le député, avec l'ensemble des élus de Wallis que j'ai réunis hier pour 2 heures, plus de 2 heures et demie presque de travail autour d'un déjeuner, ce sujet du minimum vieillesse à Wallis. Je l'ai dit, je peux donc me répéter, même si à ce stade,
puisque je l'ai découvert hier, hein, je n'ai pas travaillé sur les moyens pour répondre à cela et je vais m'y employer. C'est 112 €, monsieur le député de Wallis, c'est ça? 120. Et je pense que c'est pas digne, je pense que c'est pas bien. Et s'il y a une mesure sociale que je veux essayer de travailler au-delà du budget le plus rapidement possible, c'est celle-là. Hein, voilà. J'ajoute que on a aussi discuté, monsieur le député était là, de l'effort à faire aussi par le territoire. De l'effort aussi par le territoire. On me répond souvent, oui, mais ils ne payent même pas l'impôt sur le revenu. C'est un autre sujet. Peut-être qu'il faut évoluer, on en a parlé aussi. Hein, on en a parlé aussi. C'est une des évolutions, je crois, sur Wallis. Il n'y a pas de raison qu'on ne paye pas un peu d'impôt sur le revenu. Mais cette réponse qu'on fait traditionnellement depuis 10 ans pour ne pas réévaluer un certain nombre de prestations me semble ne pas correspondre à la nécessité de ce minimum vieillesse. Donc je n'ai pas de réponse, je l'ai appris hier, et je peux vous dire que je vais essayer de me battre. Président. Merci, monsieur le ministre. C'est sur le même sujet, si vous permettez, mon cher collègue, donner la parole à notre collègue de Wallis et Futuna pour qu'on finisse sur le sujet du minimum vieillesse. Monsieur Seo. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, par rapport à ce sujet, je remercie aussi mon camarade Nicolas. Parce que, monsieur le ministre, je suis étonné quand même que vous dites devant tout le monde que vous venez d'apprendre le sujet hier, alors que moi-même, dès ma première déplacement ici sur Paris, je suis venu vers vous, monsieur le ministre, et je vous ai exposé ça en juillet dernier. En juillet dernier, monsieur le ministre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu étonné que vous n'avez pas tenu compte de ce que j'ai exposé en juillet et vous venez de dire que vous avez pris connaissance de ce sujet depuis hier. Je vous remercie, monsieur le ministre, parce que vous avez raison. Aujourd'hui, si on veut qu'il y ait des moyens pour contrer la vie chère, justement, ça fait partie des moyens pour pouvoir se battre contre la vie chère chez nous, monsieur le ministre. Aujourd'hui, vous parlez aussi de garder les cultures. Si jamais on ne fait rien, monsieur le ministre, vous avez raison. Si on ne réagit pas dès aujourd'hui, notre population parte soit vers la Calédonie, Tahiti, ou ici, même en métropole. Pourquoi? Parce que là-bas, essayer de vivre avec 120 € par mois, c'est impossible. Et on fait partie, et je pense qu'on est les plus chers dans la zone Pacifique, monsieur le ministre, par rapport à la vie de tous les jours. On est peut-être les plus chers dans le Pacifique. Voilà un peu, monsieur le ministre, ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport à ce sujet précis. Et je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre, si jamais vous allez trouver un moyen très rapidement. Merci beaucoup. Quand je suis arrivé le 4 juillet, j'ai dû partir le 10 à La Réunion, quelque chose comme ça. J'ai arrivé un immense paquet de notes, même si la vôtre était vraiment fondamentale. Donc, excusez-moi de l'avoir pas repéré, hein, mais vous commencez à me connaître. Il faut juste le dire au moment où on peut intervenir, hein, et je pense que c'est le moment. Donc, excusez-moi, mais on va le faire. Merci, monsieur le ministre. Mon cher collègue, enfin, la parole vous arrive. Merci. Merci, monsieur le vice-président, monsieur le ministre. Alors, j'aurais deux questions, monsieur le ministre. La première concerne la vie chère, sur un sujet précis. Et la deuxième question concerne la réintégration du personnel suspendu. Et vous avez rencontré une délégation lors de votre déplacement. Alors, monsieur le ministre, dans le cadre de la mission qui nous a été confiée, ma collègue Karine Lebon et moi-même avons eu le plaisir d'auditionner ce matin Madame Richard et Monsieur Demulsan, tous deux membres de la DGOM. Je rappelle, je suis député de la 2e circonscription de la Guadeloupe, Christian Baptiste, pour ceux qui ne me connaissent pas.
À cet effet, plusieurs sujets ont été abordés, dont un qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la problématique de la vie chère dans les Outre-mer. En effet, vous le savez, comme nous, il s'agit d'un problème structurel qui n'a de cesse de s'empirer avec le contexte géopolitique et ses répercussions sur la sphère économique, inflation, crise énergétique, et j'en passe. Tous des facteurs qui ont pour conséquence directe une augmentation des prix des produits de première nécessité, si tant est qu'aujourd'hui, pour bon nombre de nos compatriotes ultramarins, accéder aux produits de première nécessité n'est plus une commodité, mais bien un combat de tous les jours. Dans ce contexte, ma collègue députée, Mme Karine Lebon, porte un amendement tendant à réduire le taux de TVA à 0% sur les produits de première nécessité transitant sur les territoires ultramarins. Cette mesure serait de nature à redonner immédiatement, et pourquoi pas, protéger dans certaines situations le pouvoir d'achat des habitants des territoires ultramarins qui, rappelons-le, subissent davantage les externalités négatives de l'inflation. Ma question est simple. Quelle serait votre position de principe sur l'amendement visant à la réduction du taux de TVA à 0% pour les produits de première nécessité, notamment dans les départements et régions d'outre-mer, et particulièrement la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion? Je vous pose directement la question, car à l'occasion des auditions ayant eu lieu avec la DGOM, nous avons eu la sensation que l'État ne souhaitait pas s'engager sur cette voie sous prétexte qu'il revenait plutôt aux territoires d'outre-mer, je pense notamment à la Guadeloupe, de réduire le taux d'octroi de mer jusqu'ici pratiqué sur le montant des produits de première nécessité, occultant naturellement le fait que cela reviendrait à fragiliser davantage les finances des collectivités locales. C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est concernant le personnel suspendu, notamment en Guadeloupe. Je sais que durant votre passage, vous avez rencontré une délégation du collectif et je viens d'avoir quelques informations. Il semblerait que actuellement même, il y a quelques tensions au niveau du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, avec la présence de la police, parce que justement, ces soignants suspendus depuis plus d'1 an n'ont pas de réponse, n'ont pas de retour. En tout cas, il y a une écoute, ou en tout cas, il n'y a pas d'écoute pour que ce personnel soit réintégré. Je sais que vous avez une certaine volonté, mais peut-être qu'à d'autres niveaux, malheureusement, il n'y a pas de suite. Mais je réaffirme que nous sommes pour cette réintégration le plus rapidement, parce que ce sont des familles qui souffrent. C'est vrai que le taux a diminué, mais nous avons des familles qui ont perdu évidemment leur logement, les enfants qui étaient en études dont on n'a pas pu accompagner. Et là encore, on nous interpelle, nous les députés. Et est-ce que vous pourriez nous donner une avancée favorable concernant cette demande sur la réintégration du personnel suspendu qui aujourd'hui est quelque peu oublié? Merci, Monsieur le Ministre. Pardon. Je vais répondre d'abord sur les agents hospitaliers du Covid. Je ne suis pas sûr que la manif d'aujourd'hui soit spontanée. Je crois qu'elle est liée à ce que j'ai demandé à mon directeur de cabinet qui est parti aujourd'hui même en Guadeloupe et qui, à leur demande, va rencontrer Gaby Clavier, Elie Domota et la secrétaire générale. C'est la motivation de la manifestation. Non mais je les connais. Et d'ailleurs, on se parle et il n'y a pas de sujet.
Maintenant, vous dites qu'on fait. D'abord, je les ai vus il n'y a pas très longtemps. On s'est parlé. Mon directeur de cabinet est parti à 10h ou 12h ce matin en Guadeloupe pour traiter 2 sujets. L'eau en Guadeloupe, après une rencontre qui a eu lieu assez longue ici, d'une demi-journée complète avec le président du SMEAG, un ordre du jour précis qu'il va essayer de faire en Guadeloupe avec le président Nosbar et le président Chalus. Et il a aussi comme consigne, et le rendez-vous est pris, de rencontrer les leaders de l'UGTG sur ce sujet-là. Je peux vous dire que les sujets, les solutions progressent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une manif. Donc attendons le résultat de ces rencontres. J'ai obtenu un certain nombre de blanc-seings de la part de la Première ministre pour faire évoluer le sujet. Je suis en contact avec le ministre de la Santé, je suis en contact avec l'ARS, avec le directeur de l'hôpital. Tout ça est en plus lié à la mise en service du nouvel hôpital. Donc, je rappelle aux représentants élus que ça concerne, pour le personnel hospitalier, pas exactement, disons 150 personnes qui restent, pour le personnel hospitalier. Donc, c'est pas non plus pas des centaines de personnes. J'ajoute aussi que l'ensemble des autres personnels hospitaliers, l'ensemble des médecins de l'hôpital sont contre la réintégration. Et donc, il faut qu'on navigue entre la majorité du personnel hospitalier, la totalité quasiment des chefs de service qui sont contre, et qu'on arrive à trouver une solution qui respecte un peu la vie des gens et qui... Voilà. Et donc, oui, on avance. Je ne veux pas en dire plus, mais on avance. Sur l'affaire de la TVA, la TVA est à 2,1% sur les produits de première nécessité et à 8 ou 8,5% sur les autres. Je pense que la réduction de la TVA de 2,1 à 0 n'est pas à la hauteur du sujet. N'est pas à la hauteur du sujet, ça sera éliminé en rien de temps. C'est à 2,1. Si c'était à 18 ou à 25, oui. Et on va lancer l'ensemble du débat budgétaire du gouvernement, du Parlement, sur les taux de TVA. Je pense que s'il faut faire quelque chose sur la vie chère, on va y revenir, le moyen de baisser de 2,1% à 0 la TVA sur des produits de première nécessité n'est pas à la hauteur de l'enjeu et les problèmes que ça poserait par ailleurs sont plus importants que l'effet sur la baisse des prix pour nos concitoyens. Par contre, il nous faut continuer à travailler sur la vie chère et sur les moyens donnés, les moyens donnés à un certain nombre de personnes qui ont besoin de l'aide et de la solidarité de l'État. On a essayé de travailler sur les loyers, peut-être c'est pas assez, mais on a fait 2,5 au lieu de 3,5, petite aide, mais c'est plus durable que la baisse de la TVA, parce que ça, c'est parti pour durer. Nous avons... Je rappelle que les populations ultramarines bénéficient de l'ensemble des mesures nationales favorables au pouvoir d'achat, la prime Macron reconduite en 2021, la taxe d'habitation supprimée dans les DROM ou à peu près, le chèque énergie de 100 euros, l'indemnité inflation de 100 euros mise en place en décembre 2021, je m'excuse à l'exception du Pacifique Sud, mais qui est géré différemment. Le bouclier tarifaire qui est effectif depuis le 1er février, je parle de l'électricité, dans l'ensemble des territoires d'outre-mer, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Je rappelle aussi l'aide exceptionnelle au carburant, qui est effective dans les DROM, 15 centimes par litre entre avril et août, puis 25 centimes depuis le 1er septembre, normalement jusqu'au novembre. L'annonce, et je voudrais dire un mot de l'octroi de mer. Je le dis très simplement et de manière devant la représentation nationale. Je ne participe pas à l'idée, il n'y a qu'à, il faut qu'on baisse l'octroi de mer. L'octroi de mer est un sujet beaucoup plus complexe. Vous le savez, c'est des ressources des collectivités régionales, territoriales. C'est une ressource majeure des communes, 80% va aux communes. C'est aussi un outil d'inflexion, un outil d'orientation de la politique économique. Et on ne peut pas dire soyons en faveur
de la création de valeur sur le territoire et de dire indifféremment, on n'a qu'à baisser l'octroi de mer. On ne peut pas dire j'ai une politique énergétique, hein, de qualité énergétique et environnementale et baisser indifféremment l'octroi de mer. On ne peut pas dire je suis pour la suppression des carburants et donc une taxe qui rentre bien au profit peut-être de l'électrification sans avoir réfléchi à ce qui se passe. L'ensemble de la politique fiscale suppose qu'on ne dise pas c'est tellement simple, supprimons l'octroi de mer. Il est prévu qu'on y travaille longuement toute l'année 2003 et que ça fasse partie des discussions qui s'entament avec l'ensemble des responsables ultramarins. Je rajoute que le bouclier tarifaire énergétique est important. Nous travaillons sur l'énergie, ça c'est un vrai sujet. Je ne sais pas où on va sortir. Je rappelle aussi la revalorisation des aides sociales, qui 4%, les Drômes et Saint-Pierre-et-Miquelon sont concernés par cette revalorisation, notamment les deux prestations spécifiques outre-mer, le RSO, revenu de solidarité, et les tarifs unitaires de la PARS, particulièrement importante dans un certain nombre de territoires. Alors maintenant, je rajoute qu'on a revalorisé aussi les APL de 4%, plafonné à 2,5 l'indice de référence des loyers. Et pourtant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, non pas parce que l'inflation serait exponentielle. L'inflation est plus faible outre-mer, je le rappelle, qu'en métropole. En moyenne, ce sont les prix alimentaires qui augmentent, hein, de manière très, très forte. Mais pour le reste, globalement, je crois qu'on est à 5,6% d'augmentation. Alors c'est beaucoup, mais pour les anciens comme nous qui avons connu 14-15, hein, ça fait que 5,6. Et donc, la réponse suivante que je veux essayer de mettre en œuvre, elle est de deux ordres. Un, le fameux BQP dont on va bien voir ce que ça va donner. Je pense que pour 1 an, 2 ans, on va arriver à stabiliser, hein, 1 an, 2 ans, à stabiliser un panier familial de consommation, avec l'idée qu'en plus, dans les grandes surfaces, on va essayer de les mettre en œuvre visuellement, pas que ça soit réparti. Vous savez, comme on fait des produits pas trop chers, on les met en bas et personne ne les voit. Donc on essaie de travailler sur ce sujet. J'ai bon espoir d'avancer. En tout cas, les préfets y travaillent. Moi, je rencontre beaucoup de grandes sociétés nationales pour leur demander d'y participer. Le deuxième sujet, comme il y aura une question là-dessus, je me lance, c'est le carburant. C'est le carburant où je ne suis pas content de ce que je n'ai pas réussi à faire, je le dis, puisque les 20% de Total, ou les 20 centimes de Total, pardon, n'ont été possibles qu'à Mayotte. Parce qu'un certain nombre de monopoles de l'approvisionnement en carburant n'ont pas joué le jeu et ont fait croire aux pompistes qu'ils seraient directement impactés, ce qui était faux. Donc moi je reprends le combat, hein, pour que sur l'essence, on arrive à obtenir de la part des fournisseurs, hein, les fournisseurs principaux qui sont deux monopoles, l'un à La Réunion, l'autre sur les Antilles, des évolutions de ce système. Il faut que ce système évolue. Ce n'est pas possible que l'essence soit aussi chère dans ces deux groupes de territoires. Et donc, le débat est reparti là-dessus. Voilà ce que je peux vous répondre, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Je vais reprendre la parole une seconde parce que le temps du vote va approcher. Donc, je me suis renseigné pour indiquer donc à nos collègues que nous allons pouvoir poursuivre la réunion pendant que celles et ceux qui doivent se rendre pour le vote nous abandonneront. Certains ont donné des délégations, donc je l'indique. Le président Broderson, pour celles et ceux qui sont arrivés en retard, est avec nous, pas physiquement, mais à distance. Il souhaite aussi interroger le ministre, qui va rester encore quelques temps avec nous, sous votre contrôle, monsieur le ministre, pendant environ 1 heure. Donc, ce qui laissera le temps, si le vote a lieu incessamment, aux uns et aux autres, d'accomplir leur obligation et de revenir. J'ai pris des demandes de parole de M. Riemann, de Mme Lebon, de M. Ratenon et du président Broderson, M. Vité aussi, Mme Marani. Donc, bon, voilà. Donc, Mme Youssoufa, bien sûr. J'essaie de répondre plus court.
Bon, très bien. Alors, écoutez, on va le prendre dans l'ordre de ce que j'avais noté. C'est Madame Lebon qui s'était manifestée en premier. Merci, Monsieur le Vice-président. Ça tombe bien, je suis co-rapporteur spécial du budget avec Monsieur Baptiste qui vient de s'exprimer. Monsieur le Ministre, chers collègues, on vient de parler de la généralisation de la TVA à 0% dans les Outre-mer. Je suis contente de vous entendre dire que la généralisation d'une baisse de l'octroi de mer n'est pas forcément la solution, puisque nos collectivités locales sont déjà prises à la gorge. Les derniers rapports de la Cour des comptes comme du Sénat se basent tous deux, comme vous le savez, sur les dernières statistiques de l'INSEE et nous alertent sur la dégradation des marges d'autofinancement des collectivités ultramarines comparativement aux communes hexagonales. Je pense qu'il va vraiment falloir regarder cette question. Je voulais vous interroger une petite question rapide au sujet de l'ADOM. La directrice générale par intérim est en poste depuis quelques mois déjà. Avez-vous une visibilité sur la date des nominations au conseil d'administration de l'ADOM et de la nomination du prochain ou de la prochaine directeur, directrice générale? Je continue sur la cherté de la vie. Vous le savez sans doute, car l'actualité récente l'a de nouveau mis en lumière. Il y a en Outre-mer, et particulièrement à La Réunion, des manquements en termes de lutte contre les concentrations et monopoles, directement cause d'une partie de cette cherté de la vie locale. Et l'une des clés d'explication de cette difficulté à lutter contre les concentrations est l'absence de brigades interrégionales d'enquête de concurrence locale. En effet, l'ARC Antilles-Guyane dispose de sa propre brigade interrégionale d'enquête de concurrence localisée à Fort-de-France, alors que l'ARC Réunion-Mayotte dépend de la BIEC de Paris, qui est complètement éloignée des problématiques locales, qui est éloignée géographiquement et qui est aussi surchargée par les fraudes parisiennes. Donc cette mesure, une brigade locale, est d'autant plus prioritaire qu'elle pourrait virtuellement n'avoir que très peu de coûts, puisque des agents réunionnais sont déjà sur place et prêts à agir. Ils travaillent notamment au pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités locales. Et ils peuvent donc enquêter actuellement, mais pas intervenir. Et de nombreuses affaires tombent sous le coup de la prescription du fait de la lenteur causée par cette dépendance à la BIEC parisienne. Au sujet du bouclier tarifaire, nous saluons réellement sa mise en place, mais une hausse de 11 points, donc c'est beaucoup trop. La situation de précarité sociale ne permettra pas à beaucoup de foyers ultramarins de supporter cette hausse. Et de plus, le dispositif en lui-même aurait pu mettre en place plus de justice fiscale. Aucune progressivité n'est mise en place. Ce sont donc les ménages les plus consommateurs et donc bien souvent les plus aisés qui vont le plus bénéficier de cette mesure. Et le bouclier tarifaire est applicable en l'état, mais pas pour les entreprises ultramarines, vous le savez, y compris celles accomplissant des missions de service public comme la distribution d'eau, parce que notre source d'approvisionnement d'énergie est différente dans les Outre-mer. Nous n'avons pas de centrale nucléaire pour nous fournir en électricité. Et du coup, parce que le réflexe ultramarin n'est pas encore en place, la hausse de fonctionnement qui en découle va se répercuter mécaniquement par une hausse de 15 à 20% sur les factures d'eau des consommateurs dès janvier 2023. Et la hausse du bouclier tarifaire à 15% au lieu de 4%, plus la hausse des factures d'eau de 15 à 20%, je vous alerte, ça fait beaucoup trop pour nos ménages ultramarins. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. Monsieur Riemann, je vous propose de poser votre question, peut-être pour une réponse groupée de Monsieur le ministre. Merci, chers collègues. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour à toutes et tous. Donc, j'essaierai d'être bref et précis. Donc, il y a plusieurs choses qui concernent le territoire guyanais. Tout d'abord, concernant la continuité territoriale, sur deux aspects, la collectivité territoriale de Guyane et l'État subventionnent la ligne aérienne pour désenclaver les communes dites isolées du territoire de la Guyane. Donc il y a deux lignes qui sont subventionnées, entre guillemets, la ligne Cayenne-Camopi et la ligne Cayenne-Maripasoula. Il y a un problème parce que le nombre de passagers qui avait été acté dans la DSP, qui est de 37 000, a été très fortement sous-évalué. Et là, il doit y avoir un avenant qui doit être signé entre la collectivité et celui qui a obtenu le marché, donc Air Guyane, pour dépasser plus de 50 000 passagers par an. Donc tout le monde sait que la Guyane a une très forte démographie.
Et donc, à ce titre-là, il faudrait que l'État puisse augmenter sa participation aussi à ce niveau-là de façon conséquente pour permettre justement aux Guyanais qui n'ont pas de route, qui n'ont pas de possibilité de se déplacer sur le volet terrestre, puissent le faire par voie aérienne. Et en l'occurrence, il y a une ligne, donc Maripasoula Saint-Laurent, qui n'est pas du tout subventionnée par l'État, alors qu'elle est très fortement empruntée aussi par les habitants sur le côté ouest de la Guyane, dans toute la vallée du Maroni. Donc, est-ce qu'il est prévu qu'au niveau du ministère des Outre-mer, qu'il y ait un apport supplémentaire sur ce sujet? Toujours concernant la continuité territoriale, donc ça concerne la vie chère, les prix qui sont appliqués sur les produits alimentaires et de consommation sur le littoral ne sont pas du tout les mêmes qui sont appliqués dans les communes dites isolées. Par exemple, si vous achetez une bouteille de gaz sur le littoral à 25 €, la même bouteille de gaz peut aller jusqu'à 100 € dans les communes isolées. Donc il y a urgence aujourd'hui avec la montée des prix de l'alimentation, qu'il y ait un geste qui soit fait à ce niveau-là aussi pour compenser cette différence de taille sur les prix appliqués sur le même territoire, juste parce que les habitants n'ont pas la chance d'avoir accès aux infrastructures routières pour se déplacer. Donc la Guyane est un territoire enclavé administrativement en Amérique du Sud, et dans la Guyane, vous avez 8 communes qui sont enclavées, qui n'ont pas de route. À le moment où nous parlons, Monsieur le ministre, donc il faut que l'État, donc en l'occurrence le ministère des Outre-mer, prenne en compte ces réalités pour venir compenser cette situation. Ensuite, il y a la réalité dont je rebondirai sur le collègue de la Guadeloupe qui a parlé tout à l'heure de la réintégration des soignants. Pour faire simple, il y a urgence qu'on réintègre les soignants. Donc la réalité de la Guyane n'est peut-être pas forcément celle de la Guadeloupe. Il n'y a pas d'opposition entre médecins et infirmiers de soignants sur le sujet, dans la mesure où les médecins sont fatigués, les infirmiers qui sont en poste sont fatigués, les aides-soignants et aides-soignantes sont fatigués. Il manque des centaines de bras au niveau du système sanitaire sur notre territoire. Il y a urgence, Monsieur le ministre, je répète, il y a urgence, et je l'avais déjà dit au ministre Braun au mois de juillet dernier, nous perdons des vies à l'heure actuelle, moi je vous parle, parce qu'il manque des paires de bras. Et cela, ce n'est pas une histoire contée, ce sont des faits. Il y a des enfants qui perdent la vie parce qu'il manque des paires de bras. Il y a des soignants, des infirmiers, des puéricultrices qui quittent le territoire parce qu'ils sont fatigués. Donc, à un moment donné, je peux comprendre, lors de la crise sanitaire, qu'il y a des choix qui étaient faits par les autorités pour lutter contre la crise sanitaire, c'est une chose. Au moment où nous parlons, le maintien de cette obligation vaccinale pour ces personnels-là, je l'ai dit lors de la discussion générale au mois de juillet, scientifiquement n'est pas justifié, médicalement n'est pas justifié. Et j'ai très clairement fait savoir au ministre que là, on est sur une posture politique. Je peux comprendre aussi cette posture politique. Mais il y a des réalités diverses et variées sur le territoire français qui font qu'on doit être en capacité de s'adapter aux différentes réalités. Je finirai mon propos en vous disant que il y a de très forts risques que la situation se dégrade fortement dans les jours, semaines à venir, si vraiment il n'y a pas un geste qui est fait à ce niveau-là aussi. Tout ce que je vous dis là, ce sont des faits, Monsieur le ministre. Vous pourrez vous rapprocher et voir si ce que je vous dis est avéré ou pas. Mais il est très urgent que le ministère des Outre-mer prenne en compte les réalités des territoires ultramarins. Merci. Merci, mon cher collègue. Alors, j'ai noté toutes les autres prises de parole. Un parmi nous, notre collègue M. Servat. Comme il peut compléter pour la Guyane? Bien sûr. Je voulais juste indiquer, donc notre collègue Olivier Servat doit monter à la tribune. Il est le dernier orateur, il en reste 5. Donc, j'ai noté un. Mais oui, enfin, si vous en êtes d'accord, on aura le temps, certainement, puisque M. le ministre a prévu de rester jusqu'à 18h45. Donc, si vous en êtes d'accord, je donne la parole à M. Servat qui doit nous quitter en premier pour aller à la tribune, bien sûr. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Ravi de vous voir à la délégation aux Outre-mer. Monsieur le Ministre, j'adhère à 100% à ce que vient de dire le collègue Riemann de la Guyane. Le suspense n'a que trop duré. On a bien compris, hein, on échange sur la réintégration des soignants suspendus non vaccinés.
On a bien compris que vous avez pris le dossier à bras-le-corps. On a bien compris que vous échangez avec le gouvernement, différentes sensibilités, peut-être santé, Matignon, présidence. On sait que vous avez peut-être dans la manche ou sous le coude des solutions. Nous demandons à les connaître, Monsieur le ministre. Nous voulons savoir quand est-ce que nos soignants seront réintégrés. Je ne prendrai pas la démonstration parfaite du collègue guyanais, puisque nous sommes pris par le temps. S'il vous plaît, donnez-nous des dates, des réponses claires, sans, sans flou, s'il vous plaît. Oui. Alors, Monsieur Castor, vous vouliez compléter. Si vous pouvez le faire en un propos le plus court précis, merci. Et ensuite, Monsieur le ministre vous répondra. Voilà. Monsieur le ministre, chers collègues, en fait, je vais poursuivre en disant tout simplement que de toutes les façons, la réalité de la Guyane, c'est que des soignants suspendus travaillent. Que les directeurs d'hôpitaux ne savent pas faire autrement. Non, ça ne va pas. Parce que par ailleurs, on parle d'inégalité de traitement. Vous avez beaucoup de soignants qui ont été suspendus et qui ne peuvent pas travailler et qui, depuis plus d'1 an, eh bien, n'ont pas de rémunération. On explique ça comment dans une république qui se dit égalitaire? Il y a un vrai problème. C'est-à-dire que face à une situation, on s'adapte, mais en piétinant le droit. Donc, plutôt que de marcher comme ça, comme on dit chez nous, de façon d'écartier, autant régler les problèmes et puis suspendre ou abroger une loi qui n'a aucun sens. En tous les cas, chez nous, je vous rappelle quand même qu'il y a un désert médical et qu'en plus de tout ça, il est impossible de faire fonctionner les établissements sanitaires ou du médico-social avec un turnover. Des gens qui viennent pour 6 mois, qui repartent. Il n'y a pas de continuité des soins. Et ce que mon collègue vient de dire, il y a des personnes qui décèdent régulièrement parce qu'on ne veut pas prendre une décision qui est une décision politique et qui ne coûte rien, parce que ce sont des postes, je rappelle, qui sont budgétés quand il s'agit d'établissements publics. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que, Monsieur le ministre, vous avez dit que 1, création de valeur, 2, fierté culturelle, et 3, responsabilisation et différenciation. Comment sur un territoire aussi grand que le Portugal et que l'Autriche, vous pouvez employer ces mots et nous dire, voilà, regardez dans le PLF, il y a une augmentation de 8%. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si, en Guyane, avec une croissance démographique aussi importante, avec des problématiques et des enjeux aussi importants, on se contente de traiter les choses à base de pourcentage, eh bien, vous avez vu ce qui se passe, c'est-à-dire des personnes qui se font tuer régulièrement, une insécurité ingérable, avec des pouvoirs régaliens en échec total, en termes de compétences, ce sera l'explosion sociale. Et ça, c'est déjà l'explosion sociale. Insécurité énergétique, avec des centrales qui ne fonctionnent pas, 12 000 personnes sans électricité. On verra ça où? Pendant 3, 4, 5, 6, 5 jours. Hier, c'était Marépassula, aujourd'hui, c'est Grand Santi. Mais on va où? 2 blackouts générales sur la Guyane au mois d'août, je crois. 2 blackouts. Avec une incertitude, on fonctionne comme ça. Pour une centrale thermique qui est censée, allez, c'est 40% de la production du parc de production futur, la centrale thermique du Larivot. On est en sursis, on attend une décision de tribunaux en tribunaux. Cette centrale, elle a été décidée, la construction de cette centrale, ça a été décidé en 2007 ou 2008. Nous sommes en 2022. Des gens qui ne peuvent pas circuler. Mon collègue parlait de maillage. Mais il faut ouvrir les grands chantiers, Monsieur le ministre. La Guyane, c'est un grand pays. On ne peut pas rester sur la logique du territoire de Ligny. Mettre sous cloche un territoire de 8 300 000 hectares sous des régimes de parcs, de réserves, de SNIEF, etc. Alors que ce territoire a des ressources minières, des ressources halieutiques, des ressources en termes de forêt, etc. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au cœur du parc national, au cœur du parc, c'est là où justement il y a les opérations clandestines d'orpaillage, de
pillage de nos ressources aurifères. En fait, on marche à l'envers depuis près de 30 ans. Donc, en fait, moi, je ne sais que ça ne relève pas de vous, que de vous, mais il faut que le président de la République lui-même, et j'en termine, s'interroge sur c'est quoi la dimension du problème. Parce que, et je voulais juste vous dire, tarif des billets d'avion, on n'a pas les plateaux techniques au niveau sanitaire, en intérieur et vis-à-vis de l'extérieur. Ça coûte des fortunes à évacuer des malades. Voilà. Et donc, on a en fait des problèmes comme ça qu'on peut cumuler, empiler. On en parlera demain parce que je crois qu'on doit se voir. Mais en tous les cas, les problématiques de la Guyane, les enjeux sont immenses. Parce que dans 10-15 ans, notre population arrivera à 500 000 et bientôt, il faut avoir la perspective d'1 million d'habitants sur un territoire comme le nôtre. Merci, mon cher collègue. Le ministre va vous répondre. Je commencerai par la Guyane. Parce que, M. Castor, je connais par cœur ce que vous m'avez dit. Mais vous ne voulez pas voir ce qu'on essaye de faire. Alors là, on en parlera demain. Par exemple, sur les lignes intérieures, est-ce que le président de la collectivité territoriale m'a saisi? Non. C'est lui qui signe la convention avec le transporteur. Et vous me dites, qu'est-ce que vous faites? Mais je ne suis pas saisi. Je ne suis pas le PDG de la Guyane, moi. Si on m'en parle, je regarde. Mais comment voulez-vous que je vous dise, je vais intervenir directement, sans qu'il m'ait écrit, sur une convention entre la collectivité territoriale